Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous ce midi pour le club de lecture de l'École branchée de l'automne 2023. Donc, je m'appelle Martine Rioux, je suis la rédactrice en chef du magazine. Donc, n'hésitez pas à vous présenter si vous voulez dans le clavardage pour qu'on sache un petit peu qui est avec nous ce midi. Puis, si vous restez jusqu'à la fin, il y aura même des prix de présence à faire tirer. Donc, une licence tape-touche en ligne et aussi une licence Antidote plus familiale. Ben, bienvenue. Alors, on va commencer par une petite présentation de l'école branchée pour ceux qui nous connaissent un peu moins, ben, du magazine aussi de l'école branchée. Donc, notre magazine qui est publié 3 fois par année avec une thématique différente à chaque numéro. Donc, le numéro de l'automne duquel on va parler ce midi, c'est sur l'enseignement efficace. Donc, mais on a d'autres thématiques qui ont été abordées dans les derniers mois. Donc, comment garder des traces d'apprentissage, par exemple, ou l'éducation inclusive. Puis, le magazine est disponible autant en français qu'en anglais, en papier ou en numérique. Donc, on essaie vraiment de desservir une large clientèle. Et aussi, petit point, si vous êtes bilingue, n'hésitez pas à lire les 2 éditions du magazine parce qu'elles ne sont pas identiques. Donc, il y a des contenus qui sont différents d'un numéro à l'autre. Et en ligne, que vous soyez abonné à la version papier ou numérique, en ligne, vous avez toujours accès à certains contenus exclusifs aux abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans votre espace membre ou abonné pour aller les consulter. Et aussi, grâce à un partenariat avec Cadre 21, vous pouvez réclamer un badge de lecture professionnelle. Donc, ça peut vous permettre de reconnaître le temps que vous avez passé à lire le magazine en termes de développement professionnel. Donc, à l'école branchée, qui on est? En fait, en plus du magazine, on a aussi un fil de nouvelles avec une infolette hebdo qui fait un résumé là, de toute l'actualité de la semaine en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner également. Ensuite, à l'école branchée, on offre aussi de la formation sur mesure aux enseignants et autres acteurs là, de l'éducation. Donc, il y a les craquants découvertes et les craquants sur mesure qui sont offerts là, dans les écoles. Donc, les craquants sont des formations en ligne d'1 heure auxquelles vous pouvez assister. Donc, n'hésitez pas à consulter la programmation. Finalement, les guides d'activités pédagogiques Scoop, qui sont vraiment des guides pour aider à développer la compétence numérique à partir de sujets quand même d'actualité. Donc, là aussi, vous pouvez aller sur notre site web, écolebranchée.com, pour aller chercher dans notre répertoire. Il y a des guides qui sont mis à jour et des nouveaux guides qui sont lancés là, assez régulièrement. Donc, sans plus tarder, ah ben c'est ça, vous avez l'adresse pour aller vous abonner à notre hebdo. Donc, pour être sûr de ne rien manquer de toute l'actualité de l'école branchée. Donc, ben, sans plus tarder, je vais vous présenter un petit peu, je vous le montre ici en papier, vous avez, notre numéro de l'automne sur l'enseignement efficace. Donc, comme apprendre à enseigner de façon plus efficace. Donc, on le dit, c'est possible. Il s'agit il y a plein de pratiques qui ont fait leurs preuves et qui sont de plus en plus reconnues. Et on voulait vous les présenter dans ce numéro-là, dans cette édition du magazine. Donc, on a fait appel à vraiment plusieurs professionnels, collaborateurs qui s'y connaissent, qui ont l'expérience dans cette thématique. Je dois dire que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses dans ce numéro-là. Donc, vous allez retrouver, là, on reçoit 2 auteurs avec nous ce midi, mais il y a d'autres thématiques là, sur les principes neuroscientifiques pour apprendre. On a même un exemple d'une école en Suède qui applique des pratiques innovantes. Donc, on a réussi à couvrir là, assez largement toute la thématique de l'enseignement efficace. Et je vois ma collègue Nicole qui me présente à l'écran le numéro en anglais. Je ne l'avais pas avec moi, donc sachez là, que dans la version anglaise aussi, il y a des articles exclusifs également. Donc, ben, sans plus tarder, je vais céder la parole à Stéphane. Stéphane, qui est conseiller pédagogique principal au Collège Sainte-Anne.
à Montréal et aussi auteur d'un livre là, sur les pratiques gagnantes et la pédagogie 3.0. Il pourra vous dire ce que c'est le 3.0. Ben merci Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je vais te laisser nous présenter un peu plus en détail là, ton article sur la rétroaction. Est-ce que la rétroaction est plus efficace que l'enseignement? En fait, c'est une grande question qui était posée dans ton article. Puis, je dois dire que c'est un des articles, depuis la sortie du magazine, c'est pas un des, mais l'article le plus consulté sur la plateforme en ligne de l'école branchée. Donc, il y a un intérêt là, pour la rétroaction. Donc, je te laisse la parole, Stéphane. Ben, merci beaucoup de m'offrir cette possibilité-là. Merci à l'École branchée qui fait cet excellent boulot-là de vulgariser et puis de communiquer des concepts qui sont des fois complexes, mais en peu de temps. C'est vraiment extraordinaire de faire partie de l'équipe pour ce magazine. Alors, quand est venu le temps de me lancer dans l'enseignement, en fait, j'explique rapidement ma vie. J'ai développé des projets plus grands que nature jusqu'en 2008. Après ça, je croyais que c'était la technologie qui était l'innovation et qu'on devait mettre des ordis dans les mains de tout le monde. Je suis devenu conseiller pédagogique pendant 4 ans en intégration TIC à Marguerite Bourgeois. Puis par la suite, j'ai commencé à me questionner, est-ce que l'utilisation de la technologie améliorait l'apprentissage? Est-ce qu'il y avait une corrélation directe entre les deux? Et j'ai démissionné pour me servir ma propre salade. Je me suis dit, est-ce qu'un enseignant peut produire un impact mesurable sur la réussite des élèves? Bien sûr, quand on enseigne, c'est nous autres qui attribuons les résultats, donc on est un petit peu, on intoxique un peu les résultats des élèves parce qu'on souhaite voir une progression, mais j'ai eu accès aux notes de mes élèves après moi. Donc, qu'est-ce qui se passait avec les élèves qui quittaient la classe de Stéphane? Qui réussissait mieux, comment ça se fait que ces élèves-là réussissaient mieux que d'autres. C'était les questions qui m'intéressaient. Puis par la suite, ben, je suis devenu papa. Puis là, j'ai commencé à me sentir hautement incompétent dans tous les domaines de ma vie. J'étais incompétent avec ma blonde parce que j'étais tout le temps fatigué. J'étais incompétent avec mes jeunes parce que je voulais juste le coucher pour travailler, enseigner. Puis j'étais incompétent dans ma classe parce que je me disais avant, j'investissais toutes mes nuits. Maintenant, mes nuits, je les dors plus. Donc, comment réussir à gagner en efficience? Donc, la notion de 3.0, c'est la notion de l'impact que j'ai comme enseignant, quelle rétroaction je vais me donner à moi-même comme enseignant pour dire ça marche ce que je fais ou ça fonctionne moins bien. Et là, j'ai rencontré John Hattie dans le processus, mais je vais y revenir dans quelques instants. Euh, je me suis mis à regarder la moyenne de mes élèves. C'est un échec. Des fois, la moyenne monte, puis ça va pas bien. Des fois, la moyenne basse, puis j'ai l'impression que ça allait bien. Donc, je me suis mis à compter les élèves qui dépassaient leurs propres résultats. Et puis, c'est ça, la fondement de la pédagogie 3.0, c'est quel élève est en train de se dépasser lui-même. Et puis, en comptant la quantité d'élèves qui se dépassaient, je pouvais voir que certaines pratiques payaient plus que d'autres. Et là, je pouvais voir que mon énergie comme enseignant, ben, et je pouvais commencer à l'investir dans certains environnements que je créais. Donc, par accident, une année, je me suis mis à déprimer complètement. La classe était très difficile. Et là, j'ai réussi à avoir un impact, puis je ne comprenais pas l'impact que j'avais. Et c'est les données de John Hattie, donc les données probantes en éducation, qui expliquait qu'est-ce qui venait de se produire. Donc, l'année avant cette année-là, j'avais déployé 2 des 10 pratiques les plus payantes par accident, par intuition. Puis cette année-là, où ça s'est mis à changer la réalité de la classe, j'en ai déployé 8 des 10 éléments les plus payants. Donc, c'est là que je me suis... On ne m'a pas présenté les données probantes, puis j'ai essayé de les appliquer, puis j'ai essayé de croire par la suite que ça générait un effet. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé dans ma situation. Et là vient la notion que lorsqu'on essaye d'enseigner quelque chose de nouveau à un groupe, c'est quoi le chemin le plus rapide pour y arriver, pour que les élèves apprennent le vocabulaire ou apprennent les stratégies qu'on tente de leur faire montrer, mais le plus vite possible. Le but, c'est pas d'accélérer, c'est juste de ne pas perdre de temps. Et là, j'ai essayé la manipulation, flip it the classroom, donc où est-ce qu'on donne une vidéo aux élèves, puis on leur dit, venez dans la classe, j'ai plus besoin d'enseigner, vous l'avez vu dans la vidéo. Je me suis mis à essayer plusieurs pratiques, puis par accident, avec compter combien d'élèves se dépassaient, j'ai commencé à devenir autosuffisant dans ma pratique, puis de me dire, mais cette pratique-là, elle paye plus que telle autre. Puis, nécessairement, en devenant le plus clair possible,
Donc, l'enseignement explicite, beaucoup de profs croient qu'on devient robotique puis que on devient froid et inhumain, alors qu'au contraire, on équipe les élèves avec le vocabulaire qu'on souhaite qu'ils utilisent, puis par la suite, on va leur offrir plein d'opportunités plus complexes pour approfondir, explorer, et là, on va générer plus de réussite parce que plus d'élèves vont acquérir le vocabulaire. Quand je dis plus d'élèves, là, disons que j'ai 25 élèves, si je vais par la manipulation syntaxique pour leur faire comprendre une partie de la phrase, ben, à la fin d'une heure, je vais avoir 7, 8 élèves qui vont avoir compris. Si je vais par l'enseignement directif, après 20 minutes, je vais avoir 20 élèves sur 25 qui vont avoir partiellement compris. Et c'est le partiellement compris qui devient intéressant puisque la rétroaction, donc qu'est-ce qui va suivre mon enseignement? Là, je vais avoir plus de temps. Je vais avoir 40 minutes dans ma période pour faire la rétroaction, puis je vais même avoir des élèves qui vont être en mesure de se le donner. Donc, si on revient aux données de John Hattie, enseignement explicite 0,57 sur l'impact, donc c'est très payant, alors que la rétroaction 0,75. Donc, ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai essayé de communiquer dans mon livre et dans l'article, c'était de dire comment je peux modifier mon enseignement pour qu'il soit le plus clair possible afin que ma rétroaction soit plus payante. Donc, un élève, quand il va avoir de la rétro, bienvenue Véronique, il me reste à peu près 2 minutes, là, après je te passe le micro. Alors, un élève, pour que ça soit payant, il veut savoir trois choses. Où il s'en va, donc à quoi ça sert de ce cours-là, on passe beaucoup de temps à essayer de leur montrer à quoi ça va servir avant de commencer d'enseigner. Puis pendant ce temps-là, on va consommer de leur temps d'attention. Donc, pour l'instant, on va peut-être dire à l'élève, peut-être tu ne comprends pas ce qu'on va faire. Dans 30 minutes, tu vas comprendre. Pour l'instant, suis-moi. J'ai besoin que tu sois le plus présent possible. Un peu à la méthode wax on, wax off de M. Miyagi dans Karate Kid, où est-ce qu'il essuyait, il avait des autos, puis il ne comprenait pas où est-ce qu'il s'en allait. Puis après ça, ben, il avait appris les patrons moteurs là, nécessaires. Euh, où je m'en vais? C'est la question qui se demande. Comment je performe? Ou encore, où est-ce que je me situe comme apprenant? Et là, la mauvaise méthode de rétroaction, c'est de donner un compliment à l'élève. Le compliment ne va rien donner à l'élève, alors que dire où l'élève se situe, ça va être ultra payant. Donc, bravo, Philippe, tu es en train d'aligner tes chiffres. C'est parfait, c'est ce qui est en place. Bravo, tu es en train de faire telle manipulation sur cette taxe-là. Donc, on nomme la pratique que l'élève fait bien. Ce n'est pas un compliment, c'est souligner une pratique que l'élève fait qui va répéter encore plus parce qu'il va dire, ah, je ne savais pas que je faisais ça, mais je fais ça, fait crime, c'est bon, je vais le répéter. Puis le troisième, c'est quoi ma prochaine étape? What is my next step as a student? Fait que si mon enseignement est bien découpé en enseignements, je suis capable de lui dire, toi, à cette étape-ci, là, voici c'est quoi ta prochaine étape. Et c'est ça qu'on ne fait pas comme enseignant. Je parle encore 30 secondes là-dessus. On est porté à remontrer l'ensemble des stratégies aux jeunes parce qu'on va se dire, elle part pas tout de suite, là. Parce que si tu comprends la petite notion que je viens de te dire, dans 2 minutes, tu vas te planter. Fait, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses dans 2 minutes pour réussir à arriver. Fait qu'on sature l'attention de l'élève. Avec ce que je propose, on donne la rétroaction. Donc, on souligne ce qu'il fait bien. On donne la rétroaction pour qu'il se sorte du petit problème où est-ce qu'il se trouve, en sachant très bien qu'il va se replanter dans 10 minutes. Mais ce n'est pas grave parce que mes rétros, je vais les faire tellement courtes 25, 30 secondes, 35 secondes par élève, que dans 10 minutes, c'est sûr que j'ai eu le temps de faire le tour de ma classe. Donc, comment faire pour structurer mon enseignement afin que ma rétro, je sois capable de la faire petite, je sois capable de situer l'élève, je suis capable de montrer à l'élève où il se situe. C'était le but de l'article. Alors, voilà pour mon résumé. J'ai pas fait de visuel, mais j'en ai là s'il faut, si vous avez des questions à ce sujet-là. Ben, merci Stéphane. Puis je dois dire que c'est vraiment ce que j'ai apprécié là, dans l'article, que c'était très, très concret là, avec des exemples de dire justement la rétroaction, 30 secondes, ça peut être, c'est suffisant en fait, là, dans le fond, puis d'aider l'élève où il est à un moment précis. Donc, la théorie des petits pas, là, je pense que ça peut être gagnant. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, là, je pense qu'il y en a une qui vient d'apparaître dans le clavardage. On va prendre quelques questions tout de suite pour OK. Stéphane. Puis après, on va pouvoir céder la parole à Véronique qui s'est jointe à nous.
Donc, on avait Euh, Sébastien là, qui demandait qu'en est-il des rétroactions écrites? Est-ce Ben que- là vient toute la notion de corriger, puis de se demander est-ce que c'est le délai de rétro, est-ce que c'est le délai de recevoir la copie corrigée qui est plus payante ou est-ce que c'est la qualité de la rétro? Donc, si c'est la qualité de la rétro, le prof pourrait prendre 3 jours pour remettre un devoir, puis là, il aurait vraiment élaboré sur la copie et toutes les prochaines étapes de l'élève. Le 3 jours va être ce qui va tuer n'importe quoi qu'on va faire comme enseignant. Donc, on est mieux de donner une très, très courte rétro que l'enseignant choisisse. Puis, de réussir à faire une rétro en 30 secondes, ça ne veut pas dire parler plus vite. C'est tout est dans une question de choix de ce que je vais dire à l'élève. Si je regarde quelqu'un âgé, il fait 6 erreurs. Comme coach, je vais dire, je vais travailler sur la position de ta tête parce que je pense que c'est celle-là qui t'aide le plus. Puis dans le cours suivant, on va travailler sur le bras, mais pour l'instant, on va travailler sur la tête. Donc, les rétro-écrites devraient être le plus court possible, puis toujours être accompagné d'un verbe d'action. Donc, je m'attends à ce que tu fasses ceci dans la prochaine production. On pourrait même avoir une étampe. Je m'attends à ce que tu fasses, puis une petite ligne. Donc, pour le prof, et pas à réécrire ça sur toutes les copies. Et là, l'élève, il sent que c'est proactif. Et c'est pas juste une rétroaction de ce qui fait de mal, mais il y a la solution d'intégrer dans la. Donc, il va être porté à s'engager plus. Donc, oui, des rétros écrites, c'est important. Euh, la notion est toujours entourant le choix de la rétro qu'on va donner. Oui, puis de ne pas attendre trop longtemps non plus avant de donner cette rétroaction-là. Là. Ben, ce que j'avais observé, c'était que remettre des copies mal corrigées la journée même, c'était plus payant que des copies bien corrigées le lendemain. Mal corrigé la journée même, on s'obstinait dans la classe. Ah, j'ai ce point-là, tu ne veux pas ce point-là. Là, les élèves sont en train de faire la métacognition. Je jouissais comme professeur. La remettre le lendemain, la moitié ne veulent pas regarder la copie parce qu'ils ne s'en rappellent pas, puis c'est On une passe note. à d'autres choses. Donc, je t'ai rendu un expert à corriger super vite, même des productions écrites, afin qu'on ait ces discussions la journée même. Merci, c'est très, très instructif comme réponse. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions. Sinon, on pourra y revenir par la suite. Là. On pourra poursuivre la discussion aussi là, après la présentation de Véronique. Donc, Véronique, tu es avec nous. Attends un petit peu, je l'ai pas. OK, oui. L'Institut secondaire Kerana à Trois-Rivières. Puis, tu es aussi connue comme l'administratrice, la fondatrice du groupe Facebook, là, les profs innovants aussi. Donc, merci d'avoir accepté de collaborer à notre numéro sur l'enseignement efficace. Donc, ton article sur portait sur planifier, interagir et consolider, donc une méthode efficace pour favoriser l'apprentissage des élèves. Donc, c'est ça, on aimerait t'entendre un petit peu parler de ta démarche de rédaction et aussi le sujet là, de ton article. Alors, en fait, tout ça s'inscrit dans une démarche là, qui part de la pandémie. Alors, au niveau de la pandémie, là, on a passé beaucoup de temps à réfléchir à comment est-ce que je pourrais aider j'allais dire mes enfants, c'est quasiment ça. Alors, mes élèves à mieux apprendre parce qu'on a remarqué qu'au retour en classe, c'était plus difficile pour certains. Le sens de l'effort y était peut-être moins. Puis là, on se retrouvait avec des élèves qui, le soir, avaient développé un peu une addiction aux jeux vidéo. Donc, comment est-ce que je peux amener mes élèves à mettre au travail ou encore à réduire la période de temps où on allait, pas enseigner, mais d'être plus efficace en bout de ligne. Alors, de là est parti aussi le groupe Les Profs Innovants parce que j'avais comme un besoin, une soif d'apprendre sur différentes stratégies, des pratiques qui étaient gagnantes. Et là, finalement, au bout de ligne, tu sais, j'ai écouté vraiment beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup d'articles, mais j'avais envie d'aller encore une coche plus loin. Donc, je me suis inscrite au programme court sur l'enseignement efficace avec la TELUC. Puis là, j'ai fait mes 3 cours en 1 an et demi pour justement essayer de me sentir mieux outillée. Puis en enseignement, on a souvent le syndrome de l'imposteur. Donc, on n'a pas toujours l'impression de est-ce qu'on fait bien les choses. On n'a pas toujours de retour non plus. Tu sais, même nous, ça nous en prend une rétroaction. Puis nos élèves ont tendance à souvent donner une rétroaction un petit peu plus, je dirais pas négative, là, mais on va dire beaucoup, hey, ton cours était vraiment le fun, j'ai bien appris parce que ils vont plus être genre, bon, ben, la journée est finie. Donc, j'avais vraiment besoin de me sentir moi-même outillée. Donc, dans le programme court, ça touche vraiment une foule de sujets, mais dans mon article, ce que j'ai écrit, c'est surtout la
structure de base, un peu le cœur de l'enseignement explicite au niveau de la planification des interactions et de la consolidation. Et même moi, dans cette formation-là, j'ai vraiment beaucoup appris de choses qui me faisaient plaisir de partager avec vous, entre autres aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, au fil et à mesure de notre pratique, souvent, on a un peu tendance à s'éloigner du curriculum. On va penser à des projets, on va penser à des activités, même des évaluations. Puis, au fur et à mesure qu'on les modifie, justement, parfois, il y a une certaine distance qui se crée. Donc, dans l'enseignement efficace, ce qu'on vient de dire, c'est dans un premier temps, il faut s'asseoir un peu avec nos programmes de formation, puis aller rejouer dedans, les maîtriser à nouveau. Dans nos programmes de formation, ce qui est important, c'est de sortir deux types d'idées. Nos idées maîtresses, donc vraiment le cœur de notre enseignement, ce qu'on veut que nos élèves apprennent, et par la suite, nos idées secondaires. Donc, des idées qui sont peut-être un petit peu moins importantes, mais pas moins importantes, mais qui vont venir soutenir nos idées maîtresses. Et là, quand on est capable de cibler nos priorités d'enseignement, là, on va pouvoir construire le reste. L'enseignement explicite, dans sa deuxième phase, c'est les interactions. Donc ça regroupe vraiment une foule de sujets, de la rétroaction, comme Stéphane parlait tout à l'heure, à l'effet enseignant, au devoir. Donc, on vient toucher vraiment une multitude d'approches un peu pour faire en sorte que nos élèves, dans le fond, on développe une belle relation avec eux, mais que notre enseignement porte. Et dans l'enseignement efficace, entre autres, on a les trois phases de ce qu'on pratique, en fait, on fait pratiquement tous, mais pas nécessairement en ayant toujours conscience. Donc, dans un premier temps, on va avoir ce qu'on va utiliser comme le modelage. Donc, de faire avec nos élèves, à titre d'exemple en avant, qu'est-ce qu'on veut les amener à faire. Au niveau du modelage, c'est vraiment, puis c'est ce que j'ai écrit dans mon article, c'est de mettre un haut-parleur sur notre pensée. Donc, nous-mêmes, on fait, par exemple, un exemple à l'avant, puis on verbalise toutes les stratégies qu'on est en train de déployer pour que notre élève voit le degré de réflexion qu'on a lorsque nous-mêmes, on solutionne un problème. Donc, une fois qu'on a fait notre étape de modelage, puis ça, on peut la faire plus qu'une fois, pour être sûr que notre élève voit bien là, où on veut l'amener, on va avoir une période où c'est la pratique guidée. Donc, on laisse nos élèves commencer à faire une portion de tâche, par exemple, mais tout en les soutenant vraiment tout au long du processus. Donc, ça s'applique super bien en sciences et en mathématiques. Moi, je l'ai expérimenté en univers social, donc tout ce qui était plus histoire et géo. Donc, si je veux amener, par exemple, mes élèves à faire des liens au niveau de l'humanisme à la Renaissance, c'était de dire, bon, mais quel lien je fais? Je vais aller utiliser telle connaissance que j'ai. Ah, OK, là, ça fait un lien. Good. Alors, au niveau de la pratique guidée, dans le fond, c'était vraiment de commencer nos élèves, les laisser avec un début de tâche, mais de les soutenir tout au long de cette période-là. Et par la suite, quand nos élèves ont réussi, ils ont bien compris ce qu'ils devaient faire, puis ils réussissent bien, c'était de les amener vers une pratique autonome. Donc, de le refaire plusieurs fois par eux-mêmes pour qu'ils puissent devenir super bons. Et dans un cas où, ce qui est vraiment bien avec l'enseignement explicite, c'est que nos plus forts, eux, vont pouvoir continuer. Puis là, on peut leur offrir de l'enrichissement ou un projet qui soit un petit peu plus stimulant pour eux. Et pendant ce temps-là, on a le temps de prendre nos élèves qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés pour refaire une période de modelage, pour avoir aussi une pratique guidée peut-être plus serrée avec eux. Donc, ça nous permet de laisser aller nos plus forts, mais de bien encadrer nos élèves qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés. L'objectif de l'enseignement explicite, c'est vraiment d'amener le plus grand nombre de nos élèves à réussir. Parce que puis ça, c'est Steve Masson qui le dit, quand on vit une réussite, bien, par la suite, la motivation est un petit peu plus facile à solliciter parce que nos élèves, bien, ils savent qu'ils sont capables. Puis le but de l'enseignement explicite, c'est de justement amener tous nos élèves vers le succès pour que justement, par la suite, là, ils savent quoi faire, ils le fassent bien, puis qu'on vient tout de suite le soutenir par de la rétroaction, par exemple. Alors, quand la période de pratique autonome, elle est faite, mais là, on va avoir un 20 minutes de notre pas un 20 minutes, mais un 20% plutôt de notre enseignement qui, là, va être au niveau de la consolidation. Donc, de vraiment consolider les acquis pour ancrer les stratégies qu'ils ont déployées, mais ancrer aussi les connaissances qu'on voulait les amener à acquérir. Donc, cette portion-là, souvent, on va la négliger un petit peu plus en enseignement. On le fait une fois avec eux ou on leur a dit une fois, puis là, on considère, OK, ils le savent, mais souvent, nos élèves vont avoir besoin d'une plus grande part de notre temps en classe pour pouvoir mieux consolider, dans le fond, ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a une pratique, j'ai terminé mon article en soulevant un petit bémol. Là. Il y a un gros débat à l'heure actuelle entre l'enseignement explicite et les autres stratégies d'enseignement. Au niveau de l'enseignement explicite, entre autres,
On a des personnes qui vont dire que c'est la seule méthode valable, prouvée scientifiquement. C'est effectivement, elle est soutenue par beaucoup de recherches, puis elle est efficace, ça c'est indéniable. Mais par contre, il ne faudrait pas négliger peut-être des pratiques qui n'ont pas encore été évaluées parce que nos élèves sont tous différents. Ils apprennent pas tous de la même façon ni au même rythme. Donc, l'enseignement explicite, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment extraordinaire parce que beaucoup de mes leçons que j'ai revues pour intégrer cette pratique-là, mais j'ai aussi gardé d'autres choses qui étaient, tu sais, la classe inversée, par contre, peut fonctionner super bien avec certains élèves. Le travail d'équipe ou un projet où on les lance, on explique la grille d'évaluation, mais on leur laisse une certaine liberté. J'ai trouvé que c'était aussi gagnant avec d'autres élèves parce que de toujours avoir le même modèle pour enseigner de la même façon, ça peut devenir un petit peu lourd en classe. Puis nos élèves, s'ils ont du plaisir à être là, ils sont plus motivés. Puis lorsqu'ils sont plus motivés, ben, ils apprennent plus facilement. Donc, l'enseignement explicite, oui, mais c'est pas la seule avenue possible. Ça fait un peu le tour de ce que j'avais écrit. Merci, Véronique. J'ai réglé mes petits problèmes de son, là. J'ai manqué un petit bout de ta présentation, désolée. Mais super, super pertinent. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions plus spécifiquement pour Véronique, des personnes dans l'assistance. Sinon, on pourra discuter aussi avec Stéphane. Euh, Peut-être lancer, démarrer le débat un peu si c'est par là qu'on peut oui, aller. oui, En oui, fait, oui. euh, en fait, j'ai suivi les cours de TELUC avec Steve Bissonnette et Mario Richard pendant qu'ils démarraient leur premier cours. Donc, j'étais assis avec eux autres, avec un groupe de profs, puis on a beaucoup discuté. Je me suis pogné quelques fois avec M. Bissonnette là, par joute intellectuelle pédagogique. J'ai aimé ce que tu as dit, Véronique, c'est que oui, c'est payant sur la majorité des élèves. La question, c'est peut-être pas la question autour de c'est payant ou pas, on ne devrait pas l'avoir parce que oui, c'est plus payant, mais je pense que la question, c'est quand on fait l'enseignement par découverte, quand on en fait en enseignement explicite, et quelle information je vais aller chercher dans ma classe qui va me permettre de savoir quand utiliser l'enseignement explicite. Je me suis fait ramasser dans ma communauté aussi. Là, j'ai 6000 personnes dans la pédagogie 3.0. Je me suis fait attaquer de toutes parts parce que j'avais un chapitre dédié à l'enseignement explicite. Euh, j'écris sur tous les toits que j'enseignais 1 à 2 périodes au primaire sur 25, 1 à 2 périodes en enseignement explicite, malgré que je suis un pro enseignement explicite. Il y a une pratique qui est peu utilisée, que Steve Masson critique parce qu'il parle d'une pratique similaire à celle-là, qui est de passer un test avant d'enseigner à ses élèves. Donc, Steve Masson mentionne que les tests diagnostiques ne devraient pas être distribués à l'ensemble de la classe, puisque le test diagnostique va te donner l'information sur qui c'est ce qu'il devrait savoir avant d'enseigner. Donc, moi, ce n'est pas le test diagnostique que je donnais un exercice que j'étais pour donner dans 2 mois à mes élèves, mais je le donnais avant de l'enseigner. Et là, ça me donnait des très mauvais résultats que je ne communiquais pas aux élèves. Mais ça me disait, par exemple, dans la question 1, 40 de la classe sait répondre à la question 1 avant qu'on l'ait vu. 10 des élèves savaient répondre à la question 2. Donc là, ça me disait, quand? Ça me disait la question 2, la notion, elle, je dois l'enseigner en explicite puisque la majorité des élèves, il faut vite qu'on rattrape pas le manque à gagner parce que je ne l'ai pas enseigné, mais c'est dans celles-là qui ont plus de misère. Celles qui avaient 40-50 de taux de réussite avant que je l'enseigne, celles-là, tu rentrais dans la classe, ça se pouvait même que je sois magistral. Ça se pouvait que je raconte et que j'ai des mauvaises techniques de pédagogie, mais moi, je le faisais en toute confiance parce que j'avais les données qui me permettaient de me dire, euh, qui me permettaient de changer ma méthode, ce qui donnait une impression de variabilité dans la classe. Puis, en fait, il y en avait une, mais elle n'était pas basée au hasard. Aujourd'hui, ça me tente d'y aller par la découverte, donc je vais essayer ça. Parce que quand je l'ai fait, j'ai essayé 60 dérivés de l'enseignement explicite, mais j'ai essayé aussi d'autres dérivés de différentes autres méthodes. Et quand je le faisais, puis qu'à la fin de l'heure, il y avait seulement 2 ou 3 personnes qui comprenaient l'élément, puis il y en avait 20 qui pensaient la mauvaise façon de faire, ça me coûtait tellement cher en temps de déconstruire ce qu'ils venaient d'apprendre dans cette période-là que si je m'y étais pris autrement. Mais bon, c'est ce qui m'a fait réagir dans ce que tu as dit, Véronique.
tu expliques aussi super bien les différentes phases de l'enseignement. Puis ça a même l'air le fun, comment tu en parles. Fait que merci. Ouais, mais ça a été un gros travail, moi, j'ai trouvé dans ce cours-là. Entre autres, on se remet beaucoup en question, puis j'ai pas trouvé ça toujours facile de dire, OK, je fais un projet avec mes élèves, je trouve que mon projet est fantastique. Puis là, on corrobore ça un peu avec les données de probable, puis dire, oh mon Dieu, je suis pas dedans. Mais c'est correct des fois de ne pas être dedans. Tu sais, on a un alignement curriculaire, qu'on sait où on amène nos élèves, que c'est basé sur le programme, qu'on sait que notre évaluation, elle est cohérente avec ce qu'on a fait en classe, puis que nos élèves, en bout de ligne, ont bien compris. On parle souvent d'un 80 là, qui ont maîtrisé la base au bout d'une première période de modélisation avec la pratique guidée et autonome. Et je dis, on a quand même un 80 de réussite. Puis des petits loups, on va en réchapper. C'est pas tout le monde qui peut vivre des réussites non plus. Donc, la méthode dit enseignement explicite, tout le monde va finir par réussir, ou pratiquement, on est à 95 mais il y en a qu'il va falloir qu'on martèle la modélisation plusieurs fois. Puis, j'ai pas envie que ces élèves-là, tu sais, oui, vont finir par vivre une réussite, mais le coût que ça va avoir au niveau de leur motivation, j'ai, j'ai comme un petit bémol là aussi. Donc, me dire que je veux que mon élève, tu sais, il vive des réussites, il s'amuse en classe, puis ça se peut que ça passe pas tout le temps par l'enseignement explicite. Donc, je trouve que varier nos approches, c'est aussi gagnant. Mais tu sais, j'irai pas crier ça sur tu sais, dans les profs innovants, j'irai pas le dire ma position là-dessus. J'ai l'impression, moi aussi, je vais finir par me faire ramasser, puis j'ai autre chose à faire comme de la correction actuellement. Mais de dire que, tu sais, c'est très polarisant comme débat, mais il y a une variété de façons de faire qui peuvent être gagnants. Je pense que on apprend aussi, nos groupes sont pas tous pareils. Donc, peut-être que l'enseignement explicite dans un groupe va faire vraiment très bien fonctionner, puis dans l'autre groupe, il va falloir que je modélise plus qu'une fois, même plus que deux, plus que trois fois. Ce que ça m'a amené à découvrir au niveau de l'enseignement explicite, c'est d'être capable de laisser aller mes élèves plus forts. Puis là, j'aurais préparé des tableaux d'enrichissement, mais qui sont plus intéressants. Tu sais, c'est des vidéos, par exemple, de l'Histoire nous le dira ou de Nota Bene. Donc, ils vont enrichir quelque chose en lien avec la matière. Et ça m'a permis de pas culpabiliser de ma classe. Elle va pas toutes au même rythme et c'est correct. Mais j'ai passé plus de temps avec mes élèves qui avaient un peu plus de difficultés. Puis là, on l'a remodélisé une fois, deux fois, OK. Puis généralement, ça va être correct. Mais j'ai envie qu'eux aussi aient du plaisir en classe. Donc, de toujours faire une méthode qui soit la même. Puis ça s'applique pas à tous les contenus. Tu sais, c'est pas comme une formule mathématique qu'on peut appliquer plus qu'une fois en univers social. Il y a vraiment plusieurs façons de faire différentes. Donc, oui, mais pas tout le temps. Moi, j'aime beaucoup votre position, là, dans le fond, ce que j'entends, là, de dire, ben, parfois, hein, comme enseignant, on va plus improviser ou on a le syndrome de l'imposteur, mais au final, tu sais, il y a aussi on va avoir un regard sur ce qui fonctionne, là, ce qui est prouvé, mais au final, c'est vraiment le feeling ou tu sais comment ça se passe concrètement dans la classe qui va déterminer telle ou telle méthode. Puis justement, la variété, je pense que c'est déterminant parce qu'on parle beaucoup de différenciation pédagogique aussi. Donc, comment rejoindre les élèves de différentes façons, là, parce qu'au final, c'est la réussite là, Et puis qui dans le discours prime. ambiant, il y a quelque chose qui me dérange au niveau de, on pourra jamais, si on n'essaie pas des nouvelles pratiques, on pourra jamais avoir de données probantes si ça marche. Tu sais, on peut pas mettre de côté complètement le numérique en disant, il n'y a pas de données encore, mais il faut les mettre en place, il faut les déployer, il faut les essayer, il faut corriger le tir. Puis par la suite, avoir des données probantes sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais une nouvelle approche, est-ce qu'on va la mettre de côté tout de suite parce qu'il n'y a pas de données? Pas nécessairement. Tu sais, on dirait que cette notion-là qui me dérange un peu du fait que l'éducation de nos élèves évolue. On peut pas enseigner comme dans les années 50 avec des coups de règle, là. Ça change. Et il faut intégrer ces nouveaux outils-là, mais il faut le faire intelligemment. Puis c'est ce qui est, dans l'enseignement explicite, ce qui nous ramène aussi, ce qui est vraiment bien, c'est de prendre le temps de réfléchir notre pratique de A à Z, du moment de notre curriculum jusqu'à notre évaluation, puis à notre retour sur l'évaluation. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien, mais en même temps, c'est pas toutes les pratiques qui sont basées sur les données probantes. Encore. Ben, c'est ça, mais ce matin, justement, je lisais justement un blog où on disait toute pratique qui est identifiée comme gagnante aujourd'hui a été une pratique innovante à un moment donné. Il a fallu Exact. l'essayer puis en faire la démonstration qu'elle fonctionnait, là. Donc, ben, il y a Sébastien qui a levé la main. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux participer à la discussion.
Oui, donc du coup, c'est moi le français. Voilà. On accueille Euh, tout le monde. ouais, non, non, mais je suis abonné depuis de nombreuses années, donc non, non, très très bien. Alors moi, j'ai enseigné en fait, on va dire dans un CFA, c'est là où il y a des apprentis, où ils sont 50% du temps à l'école et 50% du temps en entreprise, des jeunes qui vont de 13 à 20 ans à peu près. Et maintenant, je suis plutôt formateur des enseignants, on va dire voilà. Et en fait, ce que j'ai vu pendant ma pratique devant les élèves, et je rejoins un petit peu aussi Stéphane qui l'a dit tout à l'heure, mais euh, au niveau de l'évaluation diagnostique, moi, j'ai jamais fait d'évaluation. Par contre, il était important de savoir où le groupe en était. Et surtout, en France, on a quelque chose. En fait, on dit les jeunes ne savent pas qu'ils savent. Et en fait, je faisais beaucoup de travail d'habitude de brainwriting, ensuite de brainstorming en groupe, et on montait une carte mentale, par exemple, hein, c'est voilà un exemple parmi d'autres, pour leur montrer déjà, en fait, qu'ils savent déjà plein de choses sur quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Et ensuite, moi, j'enseignais une matière professionnelle, l'agronomie et les productions végétales, voilà. Et, euh, et ça va rejoindre un petit peu l'enseignement explicite parce que ça permet quand même de savoir qui déjà est en difficulté, qui il est plus, qui il est moins. Ça fait qu'après, on peut judicieusement former ces groupes, en fait, pour faire monter tout le monde. Et ensuite, moi, je faisais du travail de groupe où justement on peut bien expliquer le modelage, comment on voit toute la chose par groupe, rétroaction directe. Et en fait, ce qui se passe à un moment, c'est qu'on s'éclipse. Et là, on est à un vrai moment de pédagogie où c'est celui qui connaît le mieux qui explique à l'autre. Et au niveau des professionnels, on faisait aussi quelque chose euh, qui revenait souvent, c'était que si moi je voulais faire passer une notion difficile, si c'était moi qui le disais, il y a des fois, les jeunes, ils l'acceptaient pas. Par contre, j'invitais un professionnel qui disait la même chose que moi, ça passait beaucoup mieux. Et donc, en fait, et ça joue aussi sur les aspects, justement, de motivation et d'engagement, voilà, pour justement, derrière, arriver euh, à ce que tout le monde monte, en fait. Et on peut arriver aussi, justement, à la différenciation pédagogique. Moi, dans la matière que j'enseignais, euh, en fait, celui qui savait le plus pouvait justement aider l'autre en face. Donc, ça veut dire que ça l'obligeait en fait à voilà à être à expliquer ce qu'il savait et ainsi de suite. Et c'était une bonne méthode aussi. Mais c'est pareil, voilà. J'ai plein d'autres j'ai plein d'autres exemples, mais je vais pas monopoliser la parole. Non, mais c'est super pertinent. Puis je pense justement l'apprentissage par les pairs, c'est Mm. aussi une pratique qui est reconnue comme efficace parce que si l'élève est ou l'adulte là, est capable d'expliquer une notion, ça veut dire qu'il l'a pleinement acquise. Puis j'aime beaucoup l'idée de élever le groupe, en fait, parce que c'est ce qu'on veut au final, là. Ouais, parce qu'en fait, juste, je finis juste là-dessus, c'est que du coup, voilà, chaque jeune, et voilà, il a son propre contexte, il a sa propre famille, il a son petit monde à lui, et il faut faire avancer le jeune, mais le jeune, il est dans un groupe. Et donc, la notion de groupe, elle est aussi très Mhm. importante pour faire avancer tout le monde et pour que le jeune adhère, en fait, pour que, voilà. Parce que si nous, en tout cas, si on perd le groupe, bah, en fait, on perd les jeunes. Même s'il y en a à l'intérieur du jeune qui veulent s'engager, ils sont jeunes, ils sont dans l'adolescence, ils vont suivre le groupe, juste pour pas Oui. être mis de côté. Donc, mais c'est toute une technique à trouver. Et nous, on avait des temps carrément le lundi matin qui étaient consacrés entièrement justement à l'accueil du groupe. Et le vendredi après-midi au départ du groupe, justement pour maintenir toujours cette cohésion-là. Mais effectivement, si on fait toujours pareil, hein, toujours la même méthode pédagogique, forcément, ils s'ennuient et puis au bout d'un moment donné, ça marche plus, hein. Ils vont décrocher. Voilà. Stéphane, si tu voulais. Là, vous m'arrêtez n'importe quand, sinon je serais capable de partir pendant 3 heures Merci. sur ce que vous avez dit. Ben
ben, tu sais, un peu ce que disait Véronique, j'avais le goût de revenir à des projets où j'avais le goût d'avoir du temps dans la classe où je pouvais expérimenter, mais sans endommager les élèves. Par endommager, j'entends que sur les notions de base essentielles, il y avait une progression qui se passait. Puis quand j'avais cette progression-là, ça me donnait des airs lousses. En tout cas, je me donnais moi-même des airs lousses dans la classe pour dire, ben, tiens, pendant cette prochaine heure-là, on va être hors cadre, puis je vais quand même mesurer quel impact ça va avoir. Fait qu'à ce niveau-là, plus j'étais clair, donc enseignement explicite 0,57 sur la réussite, il y a plein d'autres pratiques qui sont beaucoup plus payantes que celle-là, mais c'est la meilleure porte d'entrée. On a parlé de l'enseignement réciproque, 0,72, l'enseignement rétroaction, 0,75. C'est dans des eaux très, très, très puissantes. Il y en a une qui l'est encore plus, Sébastien t'en a parlé, puis Véronique aussi, c'est la discussion de classe, 0,82 pour arriver à la discussion de classe où les élèves vont commencer à reprendre dans leurs mots les stratégies qui ont été enseignées ou encore des stratégies qui proviennent de l'extérieur. Euh, je vais faire une parenthèse là-dessus. Euh, donc, j'ai essayé de travailler à une récupération plus payante que les récupérations que j'essayais de faire. J'ai pris seulement les 9 élèves que ça faisait 3 fois qui progressaient dans des exercices de lecture. Puis j'ai dit là, vous allez dire à la classe, puis je vais vous filmer, je vais vous dire à la classe quelle stratégie que vous faites qui est si payant que ça, puisque ça fait 3 exercices en ligne que vous dépassez. Donc, vous êtes les meilleurs. Puis pourtant, là-dedans, j'en avais qui avaient 60%. Ça fait juste 3 fois qu'ils dépassaient son 45, fait qu'ils faisaient partie des meilleurs. Je les filme. Chacun des élèves disent, mon père m'a montré à lire 3 fois. Ma mère m'a dit de réviser. Là, j'étais comme, c'est moi qui vous l'ai dit. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas ton cousin, c'est moi qui l'ai dit. Les personnes me citaient. C'est pas grave, je continue à les filmer. Puis après, on a regardé cette vidéo-là. Ça a été payant sur 20 des 23 élèves que j'avais. Que les élèves de la classe voient la vidéo de ceux qui avaient progressé a eu un impact majeur sur la classe, alors que personne, je veux dire, tout le monde dans la classe savait qu'il y en avait un qui avait 60% puis qui était filmé, pendant que j'en avais d'autres qui avaient des 80% puis qui ne faisaient pas partie de la vidéo parce qu'ils ne s'étaient pas dépassés plusieurs fois. Donc, quand vient le temps de passer à la discussion de classe, il faut s'assurer de 2 éléments. Il faut s'assurer que les élèves aient le vocabulaire qu'on souhaite qu'ils apprennent. Et si mon enseignement de départ est fautif, ils vont commencer à se donner des recettes. Si mon enseignant de départ est clair, précis, plus d'élèves vont utiliser, récupérer les mots qu'on va avoir utilisés. Puis là, la discussion de classe va démultiplier l'apprentissage qu'on va faire. La deuxième chose qui est importante, et ça, j'ai fait des recherches là-dessus que trop dernièrement, c'est le sociogramme. Donc, quand on met un fort avec un faible, si on met 4 élèves ensemble, puis il y a un fort, des fois, le fort prend tout le dessus, puis on a l'impression que les 3 autres apprennent, alors que les 3 autres, ils se disent, je comprends rien de ce que lui dit parce qu'il est trop loin de moi. Puis, quand j'avais réussi à faire un sociogramme, j'avais redivisé la classe en quartiles. Donc, je mettais le quartile 2, un moyen fort avec un moyen faible, mais plus de fort avec des faibles. Plus l'écart était grand, moins que l'interaction, elle avait été payante. Puis les dernières recherches que j'ai faites qui vont être utilisées dans un outil sur lequel on travaille à Sainte-Anne qui est complètement débile, je vous en parle pas, c'est de communiquer à l'élève ceux qui sont réceptifs à toi. Donc, faire un sociogramme juste pour essayer de voir, ben, Sébastien, c'est qui les 6 personnes qui veulent travailler avec lui. Je lui donnais ça sur une feuille. Puis là, je disais, OK, Sébastien, tu as une question, on va voir une de ces 6 personnes-là. Puis là, Sébastien allait voir quelqu'un qui était réceptif à lui. Ce qui a fait que même les rejets de la classe, on trouvait toujours entre 4 à 6 personnes qui voulaient travailler avec les rejets. Là, c'est vraiment pas méchant ce que je dis. Et ces élèves-là pétaient pas de crise pendant la période, ressortaient même en disant j'ai eu du fun pendant mon cours de français. Puis là, ben, l'élève devient mélangé. Il associe plaisir avec la matière versus il associe conflit avec la matière. Donc, s'il vit des conflits en univers social, il va commencer à ne plus aimer l'univers social alors que c'est un conflit social qu'il y avait. Donc, mais le sociogramme est un peu dur à développer. On peut des fois juste prendre mes premières expériences dans le domaine. Je prenais ma liste de classe, je la mettais par ordre décroissant d'un dernier examen. Et là, je savais que le 90, mais je le mettais avec le 80, le 80, je le mettais avec le 70. Puis de cette façon-là, là, je ne savais pas si ces 2 personnes-là voulaient se parler, mais au moins, ils se comprenaient parce qu'il y avait un vocabulaire plus proximal que le fort avec le fait. Fin de ma longue interjection, je m'excuse à tout le monde.
Mais non, mais c'est intéressant. J'aime l'idée de dire, c'est pas, souvent on va avoir le réflexe de le plus fort de la classe avec le plus faible, mais ils sont tellement éloignés que peut-être la discussion aura pas lieu. Ça met des élèves qui sont quand même proches, mais qui vont pouvoir plus se comprendre. Je pense que c'est Sébastien qui a levé la main en premier. Oui, alors c'est juste pour répondre justement du coup à ce que Stéphane vient de dire. Alors moi, c'était pas exactement un sociogramme, mais quand tout à l'heure je parlais du lundi matin, il y a des fois ce que je faisais toujours en début d'année dans toutes les classes, c'est différents exercices. Et il y avait notamment on va dire une activité de construction de pont. Donc, c'est-à-dire qu'on donne 20 feuilles de brouillon, ils doivent construire un pont le plus grand possible. Ils ne doivent pas utiliser d'outils et ils ne doivent pas utiliser de piliers. Et il faut qu'une petite voiture majorette aille le plus loin possible. Donc, ils doivent s'organiser. Et au bout de 30 minutes, on regarde qui a le plus grand pont. Alors, à la fin voilà, ils se disent tous, mais pourquoi on fait ça? Et en fait, ça sert, quand on connaît l'activité, justement, à savoir qui est meneur, qui est suiveur, et ainsi de suite. Et plus ensuite on a, voilà, on voit ceux qui sont, on va dire, forts et ceux qui sont faibles, tous ces tests-là permettent justement la constitution des groupes. Et effectivement, des groupes de 2 avec un fort et un faible, ça marche pas du tout. Alors que si on fait des groupes de 4 avec, on a bien toujours le faible et le fort, mais au milieu, on a un moyen faible et un moyen fort, ils vont faire du relais. Où on s'est aperçu aussi, nous on a des recherches en France qui montrent que lorsqu'on a une fille dans un groupe, eh ben, le groupe fonctionne beaucoup mieux. Et pour avoir testé ça, bah, ça marche bien. Alors qu'un groupe seulement de filles et des groupes seulement de garçons, ça fonctionne moins bien. Et il y a beaucoup d'expérimentations comme ça, voilà, qu'on peut faire, mais c'est important. Du coup, on en revient toujours, hein, on parlait de sociologie tout à l'heure, mais bah, de connaître son groupe, ça a bien été dit dans le magazine, mais déjà connaître ces jeunes, connaître ceux qu'on a en face de soi, déjà pour les faire avancer, c'est quand même assez primordial. Voilà. Oui, l'importance de prendre le temps de faire connaissance avec ses élèves pour bien les saisir puis répondre à leurs besoins par la suite. Véronique, je vois le temps qui file, donc ben, je vais te laisser la parole, Véronique, puis après, on verra là, s'il reste une question Pour avant la faire du pouce sur conclusion. Oui, excuse-moi. Pour faire du pouce sur ce que Stéphane disait, effectivement, dans l'enseignement, la formation d'enseignement explicite, il conseille justement de mettre un fort, deux moyens, un faible. Puis c'est la même conclusion à laquelle je suis arrivée. Mon faible va s'asseoir sur ce que les autres ont fait. Puis que je le verbalisais vraiment beaucoup. C'est la personne qui réussit. Moi, je présentais ça, pas t'es fort, mais c'est que tu as des bonnes méthodes de travail. Partage-les avec les autres. Qu'est-ce que tu fais qui est gagnant? Mais de m'apercevoir que finalement, mon petit loup qui a peut-être de moins bonnes méthodes va pas nécessairement apprendre. Contrairement à ce qu'il disait dans la recherche où il y a un beau partage, ça reste que c'est des ados, puis c'est pas tout à fait effectif. Puis pour poursuivre aussi sur le fait que ce que tu disais, Stéphane, de filmer les élèves, c'est vraiment très chouette. On peut aussi, une autre façon de les amener à réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont bien fait par exemple, ils ont fait un travail, ils ont bien réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait qui a bien fonctionné. Puis moi, souvent, je leur demande de cibler des forces, mais de cibler aussi leurs conseils de pro. Et là, ils réfléchissent et ça, c'est vraiment très payant, je trouve, cette phase de consolidation-là, parce qu'ils vont venir voir qu'est-ce qu'ils vont améliorer la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont bien fait et qu'est-ce qu'ils vont devoir améliorer la prochaine fois. Et lorsqu'on fait un travail similaire, on commence toujours, j'explique le projet, et là, on prend 5 minutes sur, va relire tes conseils de pro. Qu'est-ce que tu avais bien fait? Refais-le. Puis qu'est-ce que tu t'étais dit? Ça, je vais l'améliorer. Donc, ça leur permet d'une fois à l'autre d'avoir vraiment une amélioration, mais basée sur ce que eux se sont laissés comme objectif. Donc, généralement, moi, je vais leur laisser aussi peut-être, prends le temps de lire ta grille, relis les consignes pour être sûr, corrige un petit peu ce que tu as fait, tes structures de phrases, lis-toi à voix haute, par exemple, ou lis ton texte à un ami, qu'est-ce qu'il en pense, quelle note lui te donnerait. Puis souvent, je vois que d'une fois à l'autre, il y a une nette progression, puis pour eux, c'est encourageant. D'autant plus que dans ma classe, même avec mes secondaires 5, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand tu as donné ton effort, que tu as une bonne note, ou encore que je vois que tu as eu une belle progression, je leur mets des étoiles. Là, ils enlèvent les étoiles, les copies, ils collent sur leur agenda, puis c'est vraiment, est-ce que j'ai eu une étoile cette fois-ci? Fait que même mon élève qui a eu 65, mais il s'est donné, il a son étoile, puis ça, c'est super motivant. Et on s'entend, là,
c'est des élèves secondaires, là, ça marche encore bien. Là. C'est toutes des petites choses qui font en sorte qu'il y a une envie de mettre un effort un petit peu plus grand parce qu'ils voient qu'en bout de ligne, ça va être payant pour eux aussi. Je Je pense, je pense que pense des fois aussi, on peut se permettre d'essayer des pratiques qui sont peut-être pas payantes. Quand on réussit à se créer des airs lousses, là, d'aller. Donc, je vous partage un échec à ne pas refaire qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est en lecture, tous les élèves les plus forts étaient assis ensemble, les moyens forts, les moyens faibles étaient ensemble. Puis je leur avais dit, je disais, l'idée, c'est pas. Dans la classe, les moyens forts n'étaient pas était un avantage. Donc, si je pouvais travailler avec un élève en difficulté, je leur avais montré que c'était payant sur eux autres de travailler avec des élèves en difficulté. C'était payant au niveau de leur apprentissage que des moyens, des faibles dans ma classe. C'était pas considéré. C'était une denrée rare, puis tout le monde se les arrachait. Fait que ça, c'était déjà. Donc, ce qui s'était passé dans l'échec que je vous propose, c'est que le cercle de forts a lu un texte, puis devait échanger sur le texte qu'il disait. Les forts ne disaient rien. Moyen fort il se posait des questions intéressantes. Les moyens faibles, il avait le goût de se battre parce que ça tombait vite dans l'émotionnel. Puis, étrangement, les faibles ne parlaient pas non plus parce qu'ils ne savaient même pas quelles questions se poser entre eux autres. Donc, on était revenu en grand groupe aussi là-dessus. Puis, régulièrement, les élèves critiquaient, ça ne veut pas nécessairement dire négatif, mais critiquaient la période qu'on venait d'avoir. Donc, il y a l'objectivation qui est un retour sur les notions vues, mais il y avait l'objectivation aussi sur la période qu'on avait vécue ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui a été payant? Est-ce qu'on pourrait faire des modifications? Puis quand l'élève commence à dire, Hey, c'est le fun, le propos qu'un élève m'a dit, il a été pris en considération dans la prochaine période d'air lousse, bien là, à ce moment-là, les élèves s'engagent même au niveau pédagogique dans la métacognition. Puis là, ben, il n'y a plus personne qui a l'impression qu'il fait des maths puis du français. Là. Ben, plus C'est là personne. qu'ils Oui, il apprennent en le reste plus. toujours 3-4. Ouais. Vas-y, Véronique. Mais c'est les moments où ils vont apprendre le plus. Puis ce fait-là de réfléchir sur ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils comprennent bien, ça va les outiller toute la vie. Mais c'est des belles pratiques. Stéphane, j'ai envie de lire ton livre. Ah, J'ai oui. pris le temps. je travaille sur le deuxième, là, ce qui va être les tâches complexes. Attends, le deuxième va être meilleur pour toi au secondaire. OK, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que ça fait une belle conclusion avec plein d'exemples concrets là, de comment on peut améliorer son enseignement, être plus efficace, mais de tout. Je me permets de prendre la parole pour faire la fin. Je vais juste, Martine, couper ton micro parce que ça coupe un petit retour de son. Donc, bonjour. C'est ça, donc, question de conclure. Donc, on avait une dernière petite chose pour vous qui était le prix de présence comme on avait promis au tout début. Donc, pendant la séance, on a fait le tirage et je veux simplement remercier notre partenaire qui est Druide, qui nous offre de faire tirer comme ça des petits prix pour vous remercier d'avoir participé avec nous aujourd'hui. On a une licence de Taptouche en ligne et une licence d'Antidote Plus familiale. Et je vous révèle tout de suite les noms des deux personnes gagnantes. Donc, félicitations à Joseph pour la licence Taptouche et à Nathalie pour l'antidote. On va vous communiquer les informations de téléchargement des logiciels par courriel très, très bientôt. Donc, restez branchés. Et sinon, Martine, est-ce que ton son est de retour ou fais-nous aller tes lèvres? Non, ça ne marche pas. Bon, ben dans ce cas-là, je vais me porter à ta place pour vous remercier d'avoir été avec nous. Le prochain numéro du magazine va porter sur la ludification, donc le jeu dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Ça promet également. On va se retrouver pour notre part à un prochain club de lecture. La date reste à annoncer. Habituellement, c'est autour de janvier pour le numéro d'hiver. Alors, merci encore à nos intervenants, Véronique et Stéphane. C'était fort intéressant. Puis, merci à tous les participants. On va rendre bientôt. Oui, OK. On va rendre bientôt la rediffusion disponible pour ceux qui voudraient réécouter. On va vous réécrire également par courriel à tous ceux qui étaient inscrits pour l'obtenir. Puis, merci Martine pour l'animation. Désolée que ça se finisse sur les petits problèmes de son, mais on va rétablir ça pour la prochaine fois. Donc, merci encore à tout le monde. Bon midi.